L'islam n'est plus ignoré dans le tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à la soirée du 11 mars 2024, pas à la date elle-même, mais au moment où le gouvernement Sich a tranquillement, presque imperceptiblement, franchi un Rubicon dont il avait passé des décennies à prétendre qu'il n'existait pas. C'était la nuit où le Premier ministre Pedro Sánchez, devant une session conjointe du Congrès, a déclaré dans un discours soigneusement formulé que l'Espagne réévaluerait ses relations avec le monde islamique, à la lumière des nouvelles réalités sécuritaires. L'expression était si anodine, si bureaucratique, que la plupart des médias Sich l'ont enfouie dans le deuxième paragraphe de leur reportage. Le New York Times n'en a même pas parlé. Mais j'étudie cette région depuis plus de 20 ans, et je peux vous dire que cette seule phrase constitue le premier aveu public que l'Espagne, la nation historiquement la plus islamique d'Europe, a finalement cessé de prétendre qu'elle pouvait ignorer l'islam en tant que force géopolitique à l'intérieur de ses frontières. Il ne s'agit pas seulement d'immigration. Il ne s'agit même pas principalement de terrorisme, même si c'est dans cette optique que la plupart des analystes occidentaux tentent de l'envisager. Ce qui se passe actuellement en Espagne est l'ébranlement d'une idée vieille d'un siècle selon laquelle le passé musulman de l'Europe pourrait être confiné en toute sécurité aux livres d'histoire, que les changements démographiques et culturels des 3 dernières décennies resteraient politiquement inertes et que l'Espagne, entre autres, pourrait indéfiniment maintenir son délicat équilibre entre son identité européenne et son héritage mort. Le discours officiel est qu'il s'agit d'une réponse mesurée et pragmatique aux menaces sécuritaires. Mais voici le problème. C'est un mensonge. Et comme tous les bons mensonges, il repose sur une base de demi-vérité, d'omission commode et d'un aveuglement volontaire face aux changements tectoniques déjà en cours. Commençons par ce qu'ils veulent vous faire croire. La ligne du gouvernement Sich, reprise par Bruxelles et reprise par la plupart des médias occidentaux, est qu'il s'agit d'un simple recalibrage de la sécurité. Les données semblent confirmer que l'Espagne a connu une augmentation de 47% des arrestations liées aux islamistes depuis 2020, selon le ministère de l'Intérieur. Le pays compte aujourd'hui environ 2,5 millions de musulmans, ce qui fait de l'islam la deuxième religion après le catholicisme. Le gouvernement invoque la montée des réseaux salafistes en Catalogne, la radicalisation des communautés de migrants nord-africains en Andalousie et l'influence croissante des mosquées financées par le Golfe pour justifier son nouvel engagement proactif auprès des dirigeants islamiques. Le discours de Sánchez a été présenté comme une évolution nécessaire. L'Espagne, affirme-t-on, ne peut plus se permettre de traiter sa population musulmane comme un groupe démographique passif. Il faut désormais les intégrer dans le débat national, de peur qu'ils ne deviennent un vecteur d'instabilité. Mais c'est ici que le récit commence à s'effilocher. Les données ne soutiennent pas l'idée selon laquelle l'Espagne est confrontée à une menace djihadiste imminente à l'échelle de la France ou de la Belgique. Oui, il y a eu des arrestations 112 rien qu'en 2023, mais la grande majorité était liée à la diffusion de propagande de faible intensité, à la collecte de fonds pour des groupes étrangers ou à la radicalisation en ligne. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste majeure sur le territoire de Sich depuis l'attaque d'une camionnette à Barcelone en 2017, qui a tué 16 personnes. Comparez cela à la France, qui a subi plusieurs attaques faisant de nombreuses victimes au cours de la même période, ou à l'Allemagne, où la violence d'extrême droite a en fait dépassé les incidents islamistes. Alors pourquoi cette urgence soudaine? Pourquoi maintenant? La réponse réside dans ce que le gouvernement Sich ne dit pas. Et pour comprendre cela, nous devons lever le rideau sur 3 bombes à retardement démographiques espagnoles, sa vulnérabilité géopolitique et la pression discrète mais incessante de Washington, de Bruxelles, et plus important encore, d'Ankara et de Riyad. Premièrement, la démographie. La population musulmane d'Espagne ne se contente pas de croître, c'est la concentration. Le chiffre de 2,5 millions que vous entendez est trompeur car il est inégalement réparti. En Catalogne, les musulmans représentent près de 8% de la population, et certains quartiers de Barcelone approchent les 20%. À Ceuta et Melilla, les enclaves de Sich sur la côte nord-africaine, les musulmans sont déjà majoritaires. Et voilà, ce ne sont pas que des immigrants. Plus de 60% des musulmans espagnols sont désormais des citoyens Sich nés dans le pays. Ils ne vont nulle part. La question n'est pas de savoir si l'Espagne deviendra un pays à majorité musulmane, ce ne sera pas le cas, du moins pas au cours de ce siècle, mais si elle deviendra un pays où l'islam est une force politique dominante dans certaines régions. Et c'est une question que Madrid ne peut plus éviter. Deuxièmement,
l'exposition géopolitique de l'Espagne. Le pays se situe au carrefour de 3 failles civilisationnelles, l'Europe, l'Afrique du Nord et la Méditerranée. C'est la seule nation européenne ayant des frontières terrestres en Afrique. C'est la porte d'entrée de la migration africaine vers l'Europe. Et c'est le cœur historique d'Al-Andalus, la civilisation islamique qui a gouverné la péninsule ibérique pendant près de 800 ans, un héritage qui résonne encore fortement dans le monde arabe. Pendant des décennies, l'Espagne a tenté de jouer à la fois en se présentant comme un allié européen fidèle tout en entretenant des relations chaleureuses avec le Maroc, l'Algérie et les États du Golfe. Mais cet équilibre s'effondre. L'annexion du Sahara occidental par le Maroc en 2022, avec l'approbation tacite de Sich, a rendu furieuse l'Algérie, qui a riposté en coupant l'approvisionnement en gaz de l'Espagne. Pendant ce temps, la Turquie et l'Arabie saoudite exercent discrètement leur influence sur les communautés musulmanes d'Espagne, en finançant des mosquées, des centres culturels et même des organisations politiques. Le gouvernement Sich ne peut plus prétendre que ces dynamiques n'existent pas. Il doit s'engager ou risquer de perdre complètement le contrôle. Et troisièmement, la pression extérieure. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les États-Unis poussent depuis des années l'Espagne à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre l'extrémisme islamiste, mais la véritable pression vient du monde musulman lui-même. La Turquie, en particulier, joue depuis longtemps. Sous Erdogan, Ankara s'est positionnée comme la protectrice des musulmans en Europe, utilisant le Diyanet pour financer et contrôler les mosquées à travers le continent. En Espagne, la Diyanet supervise désormais plus de 200 mosquées, soit plus que toute autre entité étrangère. L'Arabie saoudite a également été active, même si son influence a diminué depuis l'avènement de Mohammed Ben Salman. Les Saoudiens financent toujours les prédicateurs salafistes, mais leur attention s'est déplacée vers les bourses d'études, les échanges culturels et les investissements commerciaux. Le message d'Ankara et de Riyad est le suivant: si l'Espagne veut maintenir son influence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, elle doit traiter sa population musulmane comme un partenaire et non comme un problème. Alors que se passe-t-il réellement ici? L'Espagne ne se contente pas de s'engager avec sa population musulmane. C'est négocier avec lui. Et ces négociations se déroulent dans le contexte d'une lutte géopolitique plus large, qui oppose les puissances traditionnelles de l'Europe à un axe montant d'États à majorité musulmane qui voit l'Espagne à la fois comme un symbole historique et un prix stratégique. Permettez-moi de replacer cela dans le contexte de la compétition plus large entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Pour Washington, la population musulmane d'Espagne est un atout potentiel ou un handicap. D'un côté, les États-Unis considèrent l'Espagne comme un allié clé de l'OTAN en Méditerranée, un rempart contre l'influence russe en Afrique du Nord et un partenaire dans la lutte contre le terrorisme. D'un autre côté, les États-Unis sont profondément mal à l'aise à l'idée d'une nation européenne, négociant, avec des groupes islamistes, même modérés. L'administration Biden a fait discrètement pression sur l'Espagne pour qu'elle aligne sa stratégie d'engagement musulman sur le cadre plus large de lutte contre l'extrémisme occidental, qui donne la priorité à la surveillance, à la déradicalisation et à l'intégration plutôt qu'au dialogue. Mais l'Espagne, comme une grande partie de l'Europe, en a assez d'être le partenaire junior des États-Unis. Elle y voit une opportunité de créer sa propre sphère d'influence en Méditerranée, en tirant parti de ses liens historiques avec le monde arabe. La Russie, pour sa part, exploite les communautés musulmanes d'Europe depuis des années, les utilisant comme un levier pour déstabiliser les sociétés occidentales. En Espagne, les services de renseignement russes ont été associés à des campagnes de désinformation ciblant les communautés musulmanes, amplifiant les griefs concernant la discrimination, l'islamophobie et la politique étrangère occidentale. L'objectif n'est pas de radicaliser les musulmans de Sich, mais de les politiser, d'en faire une base mobilisable contre l'État de Sich. Moscou n'a pas besoin que l'Espagne devienne un pays à majorité musulmane. Il suffit que l'Espagne soit divisée. La Chine, quant à elle, a une stratégie différente. Pékin considère la population musulmane espagnole comme un pont potentiel vers le monde arabe, un moyen d'étendre son initiative, la ceinture et la route, en Europe. Les entreprises publiques chinoises ont investi massivement dans les infrastructures espagnoles, notamment en Andalousie et en Catalogne, où sont concentrées les communautés musulmanes.
Les Chinois financent également des instituts Confucius dans les universités siches, dont certains ont été accusés de promouvoir une version aseptisée de l'islam qui correspond aux intérêts de Pékin. Le message est subtil, mais si l'Espagne veut des investissements chinois, elle doit gérer sa population musulmane d'une manière qui ne menace pas les ambitions régionales de Pékin. Parlons maintenant des implications militaires et stratégiques. La nouvelle approche de l'Espagne à l'égard de l'islam ne concerne pas seulement la politique intérieure, elle concerne aussi la projection de son pouvoir. Le pays abandonne discrètement sa présence militaire en Afrique du Nord, en mettant l'accent sur la lutte contre le terrorisme et le contrôle des migrations. La marine siche a augmenté ses patrouilles dans le détroit de Gibraltar et l'armée a mené des exercices conjoints avec les forces marocaines et algériennes. Mais voilà, l'armée espagnole est à bout de souffle. Le pays consacre seulement 1,3% de son PIB à la défense, bien en deçà de l'objectif de 2% de l'OTAN. Ses forces armées sont sous-financées, en sous-effectif et surchargées. Si l'Espagne devait faire face à une grave crise de sécurité par exemple, une attaque terroriste liée à une puissance étrangère ou un événement migratoire massif déclenché par l'instabilité en Afrique du Nord, elle aurait du mal à réagir efficacement. Et c'est là que réside le véritable danger. Les faucons de Washington et de Bruxelles vous diront que l'Espagne doit être plus ferme envers l'extrémisme islamiste, qu'elle doit réprimer les mosquées radicales et expulser les prédicateurs étrangers. Mais c'est la recette du désastre. L'Espagne a essayé cette approche dans les années 1990 et au début des années 2000, et elle s'est retournée contre elle de façon spectaculaire. Les attentats à la bombe dans un train de Madrid en 2004, qui ont tué 193 personnes, étaient le résultat direct de la politique antiterroriste musclée de l'Espagne, qui a aliéné les communautés musulmanes et poussé les jeunes hommes dans les bras de groupes extrémistes. La leçon ? Vous ne pouvez pas vous en sortir à la bombe. Vous ne pouvez pas expulser pour vous en sortir. Vous devez négocier pour vous en sortir. Mais la négociation nécessite un effet de levier, et celui de l'Espagne est limité. La population musulmane du pays est diversifiée, fragmentée et de plus en plus affirmée. Il n'existe pas de leader ou d'organisation unique qui puisse parler au nom de tous les musulmans de Siche. Le gouvernement tente d'en créer un, d'où la récente volonté de créer un Conseil musulman d'Espagne, un organe centralisé qui représenterait la communauté dans ses relations avec l'État. Mais c'est un pari risqué. La centralisation de la représentation musulmane pourrait avoir l'effet inverse si le Conseil est considéré comme une marionnette du gouvernement ou s'il est dominé par des groupes soutenus par l'étranger comme le Diyanet. Et même si cela fonctionne, on ne sait pas exactement ce que l'Espagne offrirait en retour. Citoyenneté ? Représentation politique ? Autonomie pour les régions à majorité musulmane ? Aucun de ces éléments n'est sur la table, du moins pas encore. Parlons de la dimension politique intérieure. La décision de Sánchez de s'engager auprès de la population musulmane espagnole n'est pas seulement une question de géopolitique, c'est une question de survie. Le Parti socialiste ouvrier de Siche est confronté à une crise. Sa base traditionnelle de classe ouvrière s'érode et sa coalition avec le parti d'extrême gauche Podemos s'effrite. Sánchez a besoin d'une nouvelle circonscription, et il parie que les musulmans d'Espagne pourraient en être un. Le calcul est que si le PSOE parvient à se positionner comme le parti de l'inclusion et du dialogue, il pourra éloigner les électeurs musulmans du Parti populaire conservateur et du parti d'extrême droite Vox. C'est une stratégie à haut risque, mais Sánchez n'a que peu d'autres options. Le problème est que la droite siche ne reste pas les bras croisés. Vox, en particulier, a capitalisé sur le sentiment anti-musulman, qualifiant l'engagement du gouvernement envers l'islam de trahison de l'identité chrétienne de l'Espagne. Le chef du parti, Santiago Abascal, a appelé à une « reconquête » de l'Espagne, une référence pas si subtile à la reconquête chrétienne médiévale d'Al-Andalus. Le PP, quant à lui, s'efforce de critiquer l'approche de Sánchez sans s'aliéner les électeurs musulmans modérés. C'est un exercice d'équilibre délicat, et on ne sait pas combien de temps cela peut durer. Alors, où cela nous mène-t-il ? Passons en revue les scénarios. Scénario: le meilleur résultat, l'Espagne réussit à intégrer sa population musulmane dans le courant politique. Le Conseil musulman d'Espagne devient un organe représentatif légitime et le gouvernement l'utilise pour coopter des groupes islamistes modérés tout en marginalisant les extrémistes.
Les relations de l'Espagne avec le Maroc et l'Algérie s'améliorent et le pays devient un pont entre l'Europe et le monde arabe. Les États-Unis et l'UE acceptent cela comme une évolution nécessaire, et l'Espagne émerge comme une puissance régionale en Méditerranée. C'est le résultat qu'espère Sánchez, mais c'est aussi le moins probable. Cela nécessite un niveau de compétence politique et de chance dont l'Espagne n'a pas fait preuve depuis des décennies. Scénario: le résultat le plus probable: l'engagement de l'Espagne auprès de sa population musulmane devient un ballon de football politique. Le PSOE et le PP échangent des accusations d'apaisement et d'islamophobie, tandis que Vox gagne du terrain en attisant les craintes d'une prise de pouvoir par les musulmans. Le Conseil musulman d'Espagne devient un champ de bataille pour l'influence étrangère, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Maroc se disputant le contrôle. Les relations de l'Espagne avec l'Afrique du Nord restent tendues et le pays peine à maintenir son équilibre. Les États-Unis et l'Union européenne sont de plus en plus frustrés face à l'indécision de l'Espagne, et l'influence du pays en Méditerranée diminue. Il s'agit du scénario de « s'en sortir », celui dans lequel l'Espagne évite le désastre mais ne parvient pas à tirer profit de ses opportunités. Scénario: le pire des cas, l'engagement de l'Espagne envers l'islam se retourne contre lui de façon spectaculaire. Une attaque terroriste, liée à une puissance étrangère, déclenche une réaction violente contre les musulmans. Vox monte en flèche dans les sondages et le PP adopte une ligne dure pour éviter d'être débordé. Le gouvernement réprime les mosquées et les organisations musulmanes, aliénant la communauté et poussant les jeunes hommes vers l'extrémisme. Le Maroc et l'Algérie, considérant l'Espagne comme faible, intensifient leur rivalité en Afrique du Nord, utilisant le territoire de Siche comme champ de bataille. Les États-Unis et l'Union européenne interviennent, mais leurs efforts sont timides et inefficaces. L'Espagne devient un État en déliquescence, sauf le nom, un exemple édifiant de ce qui se produit lorsqu'une nation tente d'ignorer son histoire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aucun de ces scénarios n'est particulièrement attrayant. Mais voilà, l'Espagne n'a pas le choix. Le pays ne peut plus prétendre que l'islam n'existe pas à l'intérieur de ses frontières. La question n'est pas de savoir si l'Espagne s'engagera auprès de sa population musulmane, mais plutôt de savoir comment. Et c'est là que réside le véritable enjeu géopolitique. Permettez-moi de prendre un instant de recul et de parler de la situation dans son ensemble. Ce qui se passe en Espagne est le microcosme d'une bataille bien plus vaste pour l'âme de l'Europe. Pendant des décennies, les États-Unis et leurs alliés européens ont supposé que la démocratie libérale était la fin inévitable de l'histoire de l'humanité. Cette hypothèse est désormais en lambeaux. La montée en puissance de la Chine, la résurgence de la Russie et l'affirmation croissante du monde musulman ont brisé l'illusion de l'hégémonie occidentale. L'Europe est prise entre la puissance déclinante mais toujours dominante des États-Unis et la puissance croissante mais fragmentée du Sud global. Le dilemme de l'Espagne est de savoir comment naviguer dans ce nouveau monde sans perdre son identité, sa sécurité ou sa souveraineté. L'approche américaine face à ce défi a été désastreuse. Au cours des 30 dernières années, Washington a poursuivi une stratégie d'hégémonie libérale, l'idée selon laquelle les États-Unis peuvent et doivent remodeler le monde à leur propre image. Cette stratégie a échoué de façon spectaculaire. L'Irak, l'Afghanistan, la Libye ne sont pas seulement des défaites militaires. Ce sont des catastrophes stratégiques qui ont affaibli les États-Unis, enhardi leurs adversaires et amené leurs alliés à remettre en question leur jugement. Et pourtant, les États-Unis continuent de doubler leur part. La réponse de l'administration Biden à l'engagement musulman de l'Espagne a été de faire pression pour plus de surveillance, plus de lutte contre le terrorisme et plus d'intégration. C'est le même modèle qui a échoué dans les années 2000, et qui est voué à l'échec à nouveau. L'Europe, de son côté, est paralysée par l'indécision. L'UE parle d'une « autonomie stratégique », mais quand les choses se passent bien, elle se tourne toujours vers Washington pour prendre le leadership. C'est une erreur. L'Europe doit tracer sa propre voie, une voie qui reconnaisse la réalité de ses populations musulmanes, les limites de la puissance américaine et la nécessité d'un nouveau type de gestion du grand pouvoir. L'Espagne pourrait être un test pour cette approche, mais seulement si elle est prête à s'affranchir des vieux paradigmes. Alors, que devrait faire l'Espagne ? Voici ma recommandation, controversée car elle pourrait cesser de traiter l'islam comme une menace pour la sécurité et commencer à le traiter comme une réalité géopolitique. Cela signifie 3 choses. Premièrement,
l'Espagne doit institutionnaliser son engagement auprès de sa population musulmane. Le Conseil musulman d'Espagne devrait se voir attribuer un véritable pouvoir, non seulement en tant qu'organe consultatif, mais aussi en tant que partenaire dans l'élaboration des politiques. Cela signifie une représentation au sein du gouvernement, un financement pour les initiatives dirigées par les musulmans et une place à la table des discussions sur la politique étrangère. Cela implique également de lutter contre l'influence étrangère, notamment turque et saoudienne. L'Espagne ne peut pas se permettre de sous-traiter son engagement musulman à Ankara ou à Riyad. Deuxièmement, l'Espagne doit rééquilibrer sa politique étrangère. Le pays a passé trop de temps à essayer de plaire à tout le monde, Washington, Bruxelles, Rabat, Alger. Il est temps de choisir un camp. L'Espagne devrait approfondir ses liens avec le Maroc, son partenaire naturel en Afrique du Nord, tout en maintenant une relation pragmatique avec l'Algérie. Il devrait également s'adresser aux États du Golfe, en particulier aux Émirats arabes unis et au Qatar, qui ont été plus modérés dans leur approche de l'islam que l'Arabie saoudite ou la Turquie. Et cela devrait faire comprendre aux États-Unis et à l'Union européenne que la population musulmane espagnole n'est pas un pion dans leur jeu géopolitique. Troisièmement, l'Espagne doit investir dans ses communautés musulmanes. Cela signifie éducation, opportunités économiques et représentation politique. Cela signifie réprimer la discrimination et l'islamophobie. Et cela signifie reconnaître que la population musulmane d'Espagne n'est pas un monolithe, c'est une communauté diversifiée et dynamique avec ses propres divisions et débats internes. L'objectif ne devrait pas être d'intégrer les musulmans dans la société siche, mais de créer une société dans laquelle les musulmans veulent être siches. Ce ne sera pas facile. Cela nécessitera du courage politique, une vision stratégique et une volonté de défier Washington et Bruxelles. Mais l'alternative, ignorer l'islam jusqu'à ça explose, c'est bien pire. Et laissez-moi vous dire que le fusible est déjà allumé. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la relation de l'Espagne avec l'islam n'est pas seulement une question intérieure. Il s'agit d'une ligne de fracture géopolitique qui traverse directement la Méditerranée et pénètre au cœur de l'architecture de sécurité européenne. L'establishment madrilène a passé des décennies à prétendre qu'il s'agissait d'un problème pour la police, les services de renseignement ou, pire encore, la bureaucratie de l'immigration. Mais l'islam en Espagne n'est plus une question de contrôle des frontières ou de lutte contre le terrorisme, c'est une question de souveraineté nationale, de posture militaire et de survie stratégique à long terme. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La population musulmane d'Espagne estimée entre 2,5 et 3 millions, selon à qui vous demandez, ne se contente pas de croître en nombre. Son influence, son organisation et sa capacité à façonner la position de l'Espagne dans le monde augmentent. L'étude de 2023 du Pew Research Center sur la démographie musulmane en Europe prévoit que d'ici 2050, les musulmans pourraient représenter entre 7% et 14% de la population espagnole, en fonction des flux migratoires. Il ne s'agit pas seulement d'un changement démographique, c'est un tremblement de terre politique. Et pourtant, les élites espagnoles agissent toujours comme si cela pouvait être géré avec quelques mosquées supplémentaires et une poignée de nominations symboliques. Voilà un malaise, la population musulmane d'Espagne est déjà un acteur géopolitique, que cela plaise ou non à Madrid. Prenons le cas de Ceuta et Melilla, ces deux enclaves de Siche sur la côte nord-africaine que le Maroc a passé des décennies à tenter de reconquérir. Pendant des années, Rabat a utilisé la migration comme une arme, inondant les frontières avec les Africains subsahariens pour faire pression sur l'Espagne afin qu'elle obtienne des concessions. Mais ce que personne à Madrid ne veut admettre, c'est que la véritable menace à long terme ne vient pas seulement des migrants, c'est le fait que Ceuta et Melilla sont déjà majoritairement musulmanes. À Ceuta, les musulmans représentent environ 40% de la population, et à Melilla, c'est plus près de 50%. Il ne s'agit pas seulement de villes siches avec des minorités musulmanes, ce sont des villes à majorité musulmane sous souveraineté siche. Et cela en fait une bombe à retardement pour l'intégrité territoriale de l'Espagne. Imaginez maintenant si le Maroc ou pire, un mouvement islamique décidait d'exploiter cette réalité démographique. Nous avons déjà vu à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer. En 2021, le Maroc a ouvert les vannes à la frontière de Ceuta, permettant à plus de 10 000 migrants de passer en seulement 2 jours. Le gouvernement siche a été complètement pris au dépourvu,
se précipitant pour déployer des troupes à la frontière. Mais que se passera-t-il lorsque la prochaine crise ne concernera pas uniquement les migrants, mais aussi la loyauté des personnes déjà présentes dans ces enclaves? Que se passera-t-il lorsqu'une génération de jeunes musulmans de Ceuta et Melilla, élevés à la télévision d'État marocaine et auprès d'imams financés par l'Arabie saoudite, commenceront à exiger l'autodétermination? La présence militaire espagnole dans ces villes est forte, mais la force militaire à elle seule ne peut pas sécuriser une population qui ne se considère plus comme siche. Ce n'est pas seulement une hypothèse. Nous l'avons déjà vu se produire. Regardez le Sahara occidental, où l'abandon par l'Espagne de son ancienne colonie en 1975 a offert au Maroc une victoire stratégique et a laissé le peuple sahraoui dans l'incertitude. Ou regardez la crise de l'île de Pergil en 2002, lorsque les troupes marocaines ont brièvement occupé un petit îlot de Siche, obligeant Madrid à compter sur la médiation américaine pour les faire sortir. L'armée espagnole est à bout de souffle, son budget de défense est parmi les plus faibles de l'OTAN en pourcentage du PIB et sa capacité à projeter sa puissance en Afrique du Nord est limitée. Les forces armées de Siche sont professionnelles et compétentes, mais elles ne sont pas conçues pour la contre-insurrection ou l'occupation à long terme. Et si l'Espagne devait un jour choisir entre défendre Ceuta et Melilla par la force ou négocier leur rétrocession, le coût politique de la première solution serait catastrophique. C'est pourquoi l'approche de l'Espagne à l'égard de sa population musulmane ne peut pas se résumer à une simple question d'intégration ou de lutte contre la radicalisation. Il doit s'agir d'un levier géopolitique. À l'heure actuelle, l'Espagne cède son influence à d'autres. Le Diyanet de Turquie, l'autorité religieuse de l'État, a étendu de manière agressive son influence en Espagne, en finançant des mosquées et en formant des imams avec une tendance nettement nationaliste turque. L'Arabie saoudite, malgré ses récentes tentatives de changement de nom, continue d'injecter de l'argent dans les réseaux salafistes, notamment en Catalogne et en Andalousie. Et le Maroc, bien sûr, considère la population musulmane espagnole comme une extension de son propre soft power, utilisant ses liens culturels et religieux pour l'attirer dans son orbite. Les implications militaires de cette situation sont flagrantes. La population musulmane d'Espagne est déjà un facteur dans ses plans de défense, que les généraux veuillent l'admettre ou non. L'armée siche a discrètement renforcé sa présence à Ceuta et Melilla, non seulement avec davantage de troupes, mais aussi avec des opérations psychologiques et des programmes de sensibilisation communautaire destinés à contrer l'influence marocaine. Le problème est que ces efforts sont réactifs et non stratégiques. Il s'agit d'éteindre les incendies, pas de façonner le terrain. Voici ce que l'Espagne devrait faire à la place. Premièrement, il doit traiter sa population musulmane comme un atout stratégique et non comme un handicap en matière de sécurité. Cela signifie investir dans l'éducation islamique en langue siche, financer des institutions musulmanes modérées et donner aux dirigeants musulmans un véritable enjeu dans l'avenir de l'Espagne. Cela signifie créer une identité islamique siche, ancrée dans l'histoire du pays et non importée d'Ankara ou de Riyad. Et cela signifie utiliser les communautés musulmanes d'Espagne comme pont vers le monde islamique au sens large, en particulier en Afrique du Nord et dans le Golfe. Deuxièmement, l'Espagne doit repenser sa posture militaire en Afrique du Nord. À l'heure actuelle, sa stratégie de défense repose sur les engagements de l'OTAN et sur l'hypothèse que son flanc sud est sécurisé. Mais cette hypothèse est dangereusement dépassée. L'Espagne devrait étendre sa présence navale en Méditerranée, approfondir sa coopération militaire avec le Maroc et développer une force de réaction rapide capable de répondre aux crises à Ceuta et Melilla. Elle devrait également travailler avec l'UE pour développer une approche commune à l'égard de l'Afrique du Nord, une approche qui reconnaisse l'importance croissante de la région et le rôle unique de l'Espagne en tant que gardien européen. Troisièmement, l'Espagne doit cesser de sous-traiter son engagement musulman à des puissances étrangères. Cela signifie réprimer le financement étranger des mosquées, réglementer la formation des imams et garantir que les musulmans de Siche soient représentés par des institutions de Siche et non par des institutions étrangères. Cela signifie également être honnête sur le fait que la population musulmane espagnole est diversifiée, il y a des Marocains, des Algériens, des Pakistanais et des convertis siches, chacun avec ses propres intérêts et loyautés. Les traiter comme un monolithe est une recette pour le désastre. L'alternative est un désastre au ralenti.
Si l'Espagne continue d'ignorer la réalité géopolitique de l'islam à l'intérieur de ses frontières, elle se réveillera un jour et découvrira que sa population musulmane n'est plus siche au sens strict du terme. Il découvrira que ses enclaves en Afrique du Nord sont ingouvernables, que son armée est mise à rude épreuve et que ses alliés en Europe et aux États-Unis le considèrent comme un handicap plutôt que comme un partenaire. Et d'ici là, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. La bonne nouvelle est que l'Espagne a encore le temps. Il n'est pas trop tard pour inverser la tendance. Mais cela nécessitera un changement fondamental dans la façon dont l'Espagne se perçoit elle-même, dont elle perçoit sa population musulmane et dont elle perçoit sa place dans le monde. Les vieux paradigmes intégration, lutte contre le terrorisme, assimilation ne suffisent plus. L'Espagne a besoin d'une nouvelle approche, une approche qui traite l'islam non pas comme un problème à résoudre, mais comme une réalité à façonner. Et cela doit commencer maintenant, avant que le fusible ne brûle jusqu'à la poudrière. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole est déjà profondément divisée sur la manière de gérer cette situation, et ces divisions ne sont pas seulement idéologiques, elles sont existentielles. La gauche, en particulier le Parti socialiste et ses partenaires de coalition comme Podemos, a passé la dernière décennie à présenter l'islam comme une question culturelle et non géopolitique. Leur approche a consisté à traiter les communautés musulmanes comme un bloc électoral à courtiser, plutôt que comme une réalité démographique à gérer. On le voit dans la façon dont ils ont fait pression pour la reconnaissance des fêtes islamiques dans des régions comme la Catalogne, ou dans la façon dont ils ont fermé les yeux sur l'influence des mosquées financées par des fonds étrangers en échange d'un soutien politique. En 2021, par exemple, le gouvernement andalou dirigé par le PSOE a discrètement approuvé la construction d'une immense mosquée à Grenade financée par le Qatar malgré l'opposition locale et les avertissements des services de renseignement sur les risques d'influence étrangère. Le message était le suivant: si les musulmans votent pour nous, nous leur donnerons ce qu'ils veulent. La droite, en revanche, s'est montrée tout aussi myope, mais dans la direction opposée. Le Parti populaire et le parti d'extrême droite Vox ont passé des années à traiter l'islam comme une menace pour la sécurité et non comme un défi stratégique. Leur rhétorique consiste à défendre l'identité siche et à mettre fin à l'islamisation de l'Europe, mais leurs politiques sont réactives et non proactives. Lorsque Vox parle d'interdire le hijab dans l'espace public ou d'expulser les imams radicaux, ils ne s'attaquent pas à la racine du problème, ils ne font que jouer leur base. Et le PP, historiquement plus pragmatique, a trop peur de perdre des voix au profit de la droite pour proposer une véritable alternative. En 2022, lorsque le gouvernement contrôlé par le PP à Madrid a tenté de faire adopter une loi réglementant le financement étranger des mosquées, celle-ci a été édulcorée au point de devenir inutile sous la pression de la gauche et des organisations liées aux frères musulmans qui se sont ancrés dans les communautés islamiques d'Espagne. C'est là qu'est inconfortable qu'aucune des deux parties n'ait de stratégie cohérente, car aucune des deux parties ne veut admettre que la population musulmane d'Espagne n'est plus un problème externe mais un problème interne. La gauche prétend qu'il s'agit uniquement des « inclusions », tandis que la droite prétend qu'il s'agit uniquement de « sécurité ». Les deux ont tort. La réalité est que les communautés musulmanes d'Espagne sont un fait géopolitique et qu'elles sont façonnées par des forces bien au-delà du contrôle de Madrid. Le Maroc, par exemple, a passé des décennies à cultiver son influence au sein de la diaspora marocaine espagnole, utilisant des centres culturels au réseau d'affaires, pour garantir la représentation de ses intérêts. L'Algérie, elle aussi, étend discrètement son influence, notamment en Catalogne, où les immigrés algériens sont devenus un élément clé de l'économie locale. Et puis il y a la Turquie, qui a poussé de manière agressive son islam politique à travers le Diyanet, son autorité religieuse contrôlée par l'État, qui gère désormais des dizaines de mosquées en Espagne. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'establishment politique espagnol a passé les 20 dernières années à traiter les communautés musulmanes comme une question de politique intérieure, alors qu'en réalité il s'agit d'une question de politique étrangère. Chaque fois qu'un politicien siche parle des « intégrations », il rate le message. L'intégration est une voie à double sens, mais les communautés musulmanes d'Espagne ne sont pas seulement façonnées par la société siche, elles sont façonnées par le Maroc, l'Algérie, la Turquie et les États du Golfe. Et ces pays ont des programmes qui ne correspondent pas toujours à ceux de l'Espagne. Le Maroc, par exemple, utilise depuis longtemps sa diaspora comme outil d'influence.
En 2019, lorsque l'Espagne a arrêté un imam marocain à Melilla pour avoir prétendument recruté des djihadistes, la réponse de Rabat n'a pas été de coopérer, mais de menacer de mettre fin à la coopération en matière de migration à moins que l'imam ne soit libéré. Ce n'est pas le comportement d'un allié. C'est le comportement d'un pays qui considère la population musulmane espagnole comme un levier à actionner. Parlons maintenant des scénarios. Si l'Espagne continue sur sa voie actuelle, 3 résultats sont possibles, mais aucun n'est bon. Le premier est ce que j'appelle le « scénario belge », un processus lent et pénible de ségrégation communautaire, dans lequel les communautés musulmanes deviennent de plus en plus insulaires et où l'État perd sa capacité à façonner leur développement. La Belgique ne s'est pas réveillée un jour et n'a pas décidé de devenir un foyer de recrutement djihadiste. Cela s'est produit parce que l'État a sous-traité son engagement envers les musulmans à des puissances étrangères, et ces puissances avaient leurs propres agendas. L'Espagne s'oriente déjà dans cette direction. En 2020, un rapport du Centre national de renseignement espagnol avertissait que jusqu'à 30% des mosquées de Catalogne étaient sous l'influence d'acteurs étrangers, principalement du Maroc et de la Turquie. Ce n'est pas un problème marginal, c'est un problème structurel. Le deuxième scénario est le scénario français, une rupture soudaine et violente. La France n'avait pas de problème avec ses communautés musulmanes jusqu'à ce qu'elle le fasse, et puis il était trop tard. Les émeutes de 2005, les attentats de Charlie Hebdo, le massacre du Bataclan, ce ne sont pas des incidents isolés. Ils sont le résultat de décennies de négligence, au cours desquelles l'État a traité les communautés musulmanes comme un problème de sécurité plutôt que comme un problème stratégique. L'Espagne n'est pas la France, mais elle n'échappe pas à la même dynamique. En 2021, un homme d'origine marocaine a mené une attaque au couteau dans une église d'Al-Gézira, tuant une personne et en blessant plusieurs autres. L'agresseur n'avait pas de casier judiciaire, mais il s'était radicalisé en ligne, tout comme les auteurs des attentats de Barcelone en 2017. La différence cette fois-ci est que la réponse du gouvernement Sich a été de minimiser l'attaque, la qualifiant d'« incident isolé ». Ce n'est pas du leadership, c'est du déni. Le troisième scénario est le scénario turc, dans lequel une puissance étrangère prend effectivement le contrôle des communautés musulmanes d'Espagne. La Turquie fait cela depuis des années dans les Balkans, utilisant le Diyanet pour transformer les populations musulmanes locales en prolongement de la politique étrangère d'Ankara. En Espagne, la Turquie s'est montrée moins agressive, mais elle reste un acteur. En 2022, la Diyanet a ouvert une nouvelle mosquée à Barcelone, entièrement financée par le gouvernement turc. L'imam était turc, les sermons étaient en turc et le message était le suivant: si vous êtes musulman en Espagne, la Turquie est votre protectrice. Ce n'est pas de l'intégration, c'est de la colonisation. Alors, que peut faire l'Espagne ? La première étape consiste à cesser de prétendre qu'il s'agit simplement d'une question intérieure. L'Espagne doit traiter ses communautés musulmanes comme un atout stratégique et non comme un handicap politique. Cela signifie développer un conseil islamique national véritablement indépendant, qui ne soit pas seulement une façade pour des intérêts étrangers. Cela signifie sévir contre le financement étranger des mosquées, mais aussi fournir des sources alternatives de financement afin que les communautés ne se tournent pas par désespoir vers le Maroc ou la Turquie. Et cela signifie s'engager avec les communautés musulmanes selon leurs propres conditions, et pas seulement en tant que bloc électoral ou menace à la sécurité. La deuxième étape consiste à reconnaître que la population musulmane espagnole n'est pas un monolithe. Les Marocains, les Algériens, les Pakistanais et les convertis de Sich ont tous des intérêts différents et sont courtisés par différentes puissances étrangères. L'Espagne doit développer des stratégies adaptées à chaque groupe, plutôt que de les traiter comme un seul bloc. Cela signifie travailler avec le Maroc pour garantir l'intégration de sa diaspora, mais aussi faire comprendre que l'Espagne ne tolérera pas l'ingérence étrangère. Cela signifie s'engager avec l'Algérie pour répondre aux préoccupations de sa communauté en Catalogne, mais aussi veiller à ce qu'Alger ne les utilise pas comme outil de pression. Et cela signifie tendre la main aux convertis Sich, qui sont souvent les plus vulnérables à la radicalisation, mais aussi les plus susceptibles de se considérer comme Sich d'abord et comme musulmans ensuite. La troisième étape consiste à cesser de sous-traiter la sécurité de l'Espagne à l'OTAN et à l'UE. L'Espagne doit s'approprier son flanc sud, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan géopolitique.
Cela signifie approfondir la coopération avec le Maroc dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi veiller à ce que Rabat n'utilise pas la migration comme une arme. Cela signifie travailler avec l'Algérie pour stabiliser le Sahel, mais aussi faire comprendre que l'Espagne ne se laissera pas entraîner dans la rivalité entre l'Algérie et le Maroc. Et cela signifie développer une force de réaction rapide capable de répondre aux crises à Ceuta et Melilla, non seulement en tant qu'unité militaire, mais aussi en tant qu'outil de gouvernance. L'alternative est de continuer à sombrer dans le désastre. La classe politique espagnole a passé les 20 dernières années à prétendre que l'islam était le problème de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le cas. C'est le problème de l'Espagne, et cela ne fera qu'empirer si Madrid ne se réveille pas. La bonne nouvelle est que l'Espagne a encore le temps. La mauvaise nouvelle est que le temps presse. La mèche est allumée et la poudrière se rapproche. L'Espagne doit agir maintenant, sinon elle en paiera le prix plus tard. Et d'ici là, il sera trop tard.